Oh God. Oh God. Holy, it's real. Don't see me. Don't. Joseph Thundercloud vérifia une dernière fois le nœud de diamant, passant ses doigts le long de la corde, là où elle croisait sous le ventre de Molly. La jument attendait, patiente et immobile, de la vapeur s'échappant de ses naseaux dans l'air d'octobre. Derrière elle, le bas portait près de 100 kilos de quartier de wapiti, emballés dans des sacs à gibier, la viande refroidissant déjà dans le froid de la montagne. 20 ans passés à guider des chasseurs à travers les monts de la Salmon River avaient appris à Joseph qu'un bon arrimage pouvait faire la différence entre ramener la viande au point de départ du sentier et la regarder dévaler un ravin. La matinée avait bien commencé. Son client, un dentiste de Boise nommé Patterson, avait abattu un grand cerf à 6 corps aux premières lueurs du jour. Un tir net en plein poumon, l'animal s'était effondré à moins de 40 mètres. Ils avaient bon passé la matinée à le dépecer et à le démembrer sur place, travaillant dans un silence complice, tandis que les mains de Patterson tremblaient de cette sorte d'épuisement euphorique qui suit une chasse réussie. Joseph avait renvoyé l'homme en avant sur le sentier principal, sur son hongre buck, pendant que lui s'occupait de la tâche plus lente de charger la viande sur Molly. C'était il y a 4 heures. Patterson devait être arrivé au début du sentier maintenant, probablement assis dans son pick-up avec le chauffage allumé, consultant son portable pour la première fois depuis 5 jours. Joseph se hissa sur la selle de son second cheval, un gris nommé Smoke, et claqua la langue. Smoke s'ébranla, et Molly suivit au bout de sa longe, les sabots crissant sur la fine croûte de neige tombée pendant la nuit. Le sentier serpentait à travers les pins tordus et les sapins de Douglas, grimpant progressivement vers le col de Thunderbolt, avant de redescendre dans le bassin versant où Joseph avait garé son camion et sa remorque ce matin-là. Il avait fait ce trajet des dizaines de fois. Il aurait probablement pu le faire les yeux bandés. La réserve intégrale Frank Church River of No Return s'étendait autour de lui, 2,5 millions d'acres de nature sauvage sans route, la plus grande zone de nature sauvage d'un seul tenant des 48 États contigus. Joseph avait grandi à sa lisière, appris à chasser et à pister avec son grand-père, et bâti son entreprise de guide sur une connaissance intime de chaque bassin et de chaque crête. Il connaissait cette région comme d'autres connaissent leur propre jardin. Mais quelque chose clochait aujourd'hui. Joseph le remarqua d'abord aux oreilles de Smoke. Le gris les tenait pointés vers l'avant, pivotant sans cesse, traquant des sons que Joseph ne pouvait entendre. Molly, d'habitude docile au point d'en être somnolente, n'arrêtait pas de secouer la tête, tirant sur la longe. Il arrêta Smoke et tendit l'oreille. Rien. C'était bien ça, le problème. La forêt était devenue silencieuse. Pas de jets de Stellar criant à la cime des arbres. Pas d'écureuils roux lançant leurs avertissements territoriaux. Même le vent était tombé, laissant les arbres immobiles comme des piliers. Joseph avait déjà connu ça, cette soudaine absence de son. Cela signifiait généralement qu'un prédateur était proche. Un cougar, très probablement. Peut-être un ours noir qui n'avait pas encore hiberné et se goinfrait des dernières myrtilles. Il balaya du regard la lisière des arbres, cherchant un mouvement, l'éclair fauve d'un cougar ou la masse sombre d'un ours. Rien ne bougeait. Il claqua la langue et Smoke repartit, mais à contre-cœur maintenant, chaque pas plus court que le précédent. Derrière lui, Molly émit un son que Joseph ne lui avait jamais entendu faire. Un léger hennissement qui s'éleva en quelque chose qui ressemblait presque à une plainte. Puis, l'odeur le frappa. Joseph avait passé sa vie entière au contact des animaux. Chevaux, bétail, wapitis, cerfs, ours, cougars. Il connaissait l'odeur du chien mouillé, le musc d'un wapiti mâle en rut et l'odeur âcre d'ammoniac du marquage d'un cougar. Ce n'était rien de tout cela. C'était organique. Certainement. Animal. Mais il y avait quelque chose d'anormal.
quelque chose qui ne correspondait à aucune catégorie que son cerveau pouvait trouver. Un mélange de pourriture, de musc et autre chose en dessous. Quelque chose qui fit se dilater les naseaux de Smoke et révulser ses yeux. Le cheval s'arrêta net. Il refusa d'avancer malgré les encouragements de Joseph. « Doucement », dit Joseph, gardant sa voix basse et calme. « Doucement, mon grand. » Il mit pied à terre et prit la bride de Smoke, essayant de le faire avancer à pied. Le cheval campa sur ses sabots et ne bougea pas d'un pouce. Derrière lui, Molly s'agitait maintenant, tirant sur sa longe, le bas grinçant à chaque mouvement. Joseph attacha les rênes de Smoke à une branche basse et avança seul, une main sur la crosse de la carabine dans son fourreau de sel. 20 mètres plus loin, le sentier contournait une épinette massive qui était tombée en travers du chemin des années auparavant. Sa motte de racines toujours attachée et tendue vers le ciel comme une main avide. Il était passé devant ce point de repère une centaine de fois. Il contourna l'arbre abattu et s'arrêta. Le sentier était bloqué, pas par un autre arbre tombé, ni par un éboulement, par quelque chose qui avait été délibérément placé là. Une barrière de branches arrachées à des arbres vivants, leurs feuilles encore vertes, entrelacées et empilées sur près d'1,20 m de haut. Elle s'étendait de la motte de racines de l'épinette abattue à un rocher de l'autre côté du sentier, bloquant complètement le passage. Joseph la fixa. Les ours ne faisaient pas ça, les cougars non plus. Une sorte de farce, mais il n'y avait personne d'autre ici. Patterson avait pris le sentier principal et il n'y avait pas d'autre groupe de chasseurs dans ce bassin. Joseph avait vérifié auprès du service des forêts avant son départ. Il s'approcha, étudiant la barrière. Les branches avaient été brisées, pas coupées. Brisées avec une force prodigieuse. Le bois éclatait et à vif. Certaines d'entre elles faisaient 8 cm de diamètre. Joseph essaya de casser une branche similaire sur un pin voisin, et n'y parvint pas, même en utilisant tout son poids. L'odeur était plus forte ici. Elle semblait émaner de la barrière elle-même, comme si ce qui l'avait construite y avait laissé son odeur comme une signature. L'esprit rationnel de Joseph lui offrit des explications, des dégâts dus au vent, une micro-rafale anormale qui aurait arrangé les débris de cette manière. Une farce d'un autre chasseur qu'il ne connaissait pas, un survivaliste ou un ermite vivant dans la nature, défendant son territoire. Aucune de ces explications ne semblait juste. Il retourna vers les chevaux. Les 2 animaux étaient sans doute maintenant trempés de sueur malgré le froid, les yeux révulsés, les jambes tremblantes. Joseph dut se battre avec Smoke pour remonter en selle. Le gris n'arrêtait pas d'essayer de faire demi-tour, de repartir par où ils étaient venus. « On peut contourner », dit Joseph, autant pour lui-même que pour les chevaux. « Couper à travers bois, rejoindre le sentier après ce bazar. » Il fit quitter le sentier principal à Smoke, se frayant un chemin entre les arbres. La forêt ici était dense, les pins tordus poussant très près les uns des autres. Leurs branches basses mortes depuis longtemps et tendues comme des doigts squelettiques. Molly suivait, son bas raclant contre les troncs d'arbres, la viande de wapiti se balançant. Ils avaient parcouru peut-être 200 mètres quand Joseph vit l'empreinte. Elle se trouvait sur une parcelle de terre nue, où la neige n'avait pas tenu, à l'abri des branches étendues d'un grand sapin. Il faillit la manquer, faillit passer juste à côté. Mais un instinct le poussa à s'arrêter et à baisser les yeux. L'empreinte mesurait 18 pouces de long sur 8 de large, 5 orteils, clairement définis. L'impression la plus profonde au niveau de la plante du pied, de forme presque humaine. Mais aucun humain n'avait des pieds de cette taille. Et aucun humain ne laissait des empreintes aussi profondes, enfoncées de près de 5 cm dans le sol dur et tassé.
Joseph descendit de cheval et s'agenouilla à côté de l'empreinte. Son cœur battait la chamade maintenant, un battement rapide qu'il sentait dans sa gorge. Il avait entendu des histoires toute sa vie. Tous les chasseurs de l'Idaho en avaient entendu. Les anciens les appelaient par différents noms, utilisaient des mots de langue qui avaient été parlés dans ces montagnes 10 000 ans avant l'arrivée du premier homme blanc. Son grand-père les appelait les sauvages et refusait d'en parler après la tombée de la nuit. Joseph avait toujours écarté ces histoires. C'était un homme pratique, un homme d'affaires. Il traitait avec les réalités concrètes des chevaux, des carabines, des permis de chasse au wapiti et des autorisations du service des forêts. Il n'y avait pas de place dans sa vision du monde pour les légendes. Mais maintenant, agenouillé à côté de cette empreinte impossible, il sentit quelque chose changer en lui. Une porte qui avait été fermée toute sa vie s'ouvrait lentement. Il se releva et regarda autour de lui. La forêt était oppressante, les arbres bloquant sa vue dans toutes les directions. N'importe quoi pouvait l'observer à 10 mètres de là, sans qu'il ne le voie jamais. L'odeur était plus forte ici aussi. Smoke en eut assez. Le gris se cabra, manquant d'arracher les rênes des mains de Joseph, et fila vers le sentier principal. Joseph s'accrocha, traîné sur quelques pas, avant de retrouver l'équilibre, mais il perdit sa prise sur la longe de Molly. La jument resta figée un instant, les yeux fous, les flancs haletants. Puis, elle s'enfuit, pas vers le sentier, pas vers Joseph. Elle courut plus profondément dans la forêt, le bas s'accrochant aux branches, les sacs à gibier se déchirant, les quartiers de wapiti se répandant sur le sol de la forêt. Joseph la regarda partir, la regarda disparaître dans les arbres, écoutant le fracas et le tonnerre de sa fuite paniquée s'estomper peu à peu. Puis, la forêt redevint silencieuse. Joseph se tenait là, tenant les rênes de Smoke, sa respiration rapide et superficielle. Le gris tremblait si fort que Joseph pouvait le sentir à travers le cuir. Il devait aller chercher Molly. La jument valait 2000 $. La viande de wapiti 1000 autres en frais de guidage que Patterson avait déjà payé. Mais plus que ça, l'idée de laisser un animal ici, terrifié et seul avec ceux qui avaient fait cette empreinte, était insupportable. Il monta sur Smoke et tourna le cheval dans la direction où Molly avait disparu. Le gris refusa de bouger. Joseph le talonna. Il frappa l'encolure de Smoke. Il jura en anglais, et dans la langue que son grand-père lui avait enseignée. Le cheval resta comme une statue, chaque muscle contracté, les oreilles plaquées contre son crâne. Puis, de quelque part devant, Molly poussa un hurlement. Joseph avait déjà entendu des chevaux en détresse. Il les avait entendus hennir, pleurer et émettre des sons de peur. Mais il n'avait jamais entendu un cheval hurler comme ça. Un son si brut et si terrible qu'il semblait court-circuiter ses oreilles pour frapper directement le noyau primitif de son cerveau. Le hurlement cessa brusquement. Puis vint un autre son, un impact lourd et humide. Puis un autre, puis un son comme du tissu qui se déchire, mais plus grave, plus humide. Les mains de Joseph tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir les rênes. Chaque instinct en lui hurlait de courir, de fuir, de s'éloigner de cet endroit le plus vite possible. Mais son corps ne voulait pas bouger. Il resta figé en selle, écoutant des sons qu'il ne pouvait pas identifier et ne voulait pas comprendre. Les bruits de déchirement continuèrent pendant ce qui sembla des heures, mais ne dura probablement que quelques minutes. Puis, un nouveau son commença. Un son que Joseph reconnut, bien qu'il ne l'eût jamais entendu dans ce contexte. Quelqu'un mangeait. Quelque chose mangeait. Les bruits de chair arrachée et d'os qui craquent flottaient dans la forêt silencieuse. Joseph pouvait entendre une respiration maintenant aussi, lourde et humide, accompagnée d'un grondement sourd qui aurait pu être de la satisfaction ou un avertissement. Smoke était au-delà de la panique. Le gris
était entré dans un état au-delà de la peur, une sorte de blocage protecteur qui le laissait debout, immobile, les yeux vitreux, tout son corps rigide. Joseph glissa de la selle aussi silencieusement qu'il le put et attacha les rênes à une branche avec des doigts qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il devait voir. Il savait que c'était de la folie, savait que c'était la pire décision possible. Mais quelque chose s'était emparé de lui maintenant, une compulsion plus forte que la pensée rationnelle. Il devait savoir ce qu'il y avait là-bas, devait le voir de ses propres yeux. Joseph avança accroupi, posant chaque pied avec précaution, évitant les chablis et les branches sèches qui jonchaient le sol de la forêt. L'odeur devenait plus forte à chaque pas, si épaisse maintenant qu'il pouvait la goûter, un film rance recouvrant sa langue et le fond de sa gorge. Il pouvait voir le bas de la jument à travers les arbres. Il gisait sur le côté, les sangles coupées ou déchirées, le cadre en bois éclaté. À proximité, un sac à gibier avait été éventré, son contenu éparpillé. Mais ce n'était pas de la viande de wapiti sur le sol. La couleur n'était pas la bonne. Joseph s'approcha. Il pouvait voir Molly maintenant, ou ce qu'il en restait. La jument gisait sur le flanc dans une petite clairière, ses pattes écartées dans des angles impossibles. Elle avait été ouverte du sternum au pelvis, ses intestins se déversant sur le sol de la forêt en spirale grise et luisante. De la vapeur s'élevait de ses organes exposés dans l'air froid. Son cou était tordu en arrière. Sa tête tournait presque pour faire face à son propre arrière-train, et ses yeux fixaient le ciel sans voir. Et accroupi sur elle, le dos tourné à Joseph, se trouvait une chose qui ne devrait pas exister. C'était énorme. Même penché sur la carcasse, ses épaules dépassaient la hauteur de la tête de Joseph, s'il s'était tenu debout. Des poils sombres couvraient son corps, emmêlés et épais, encroûtés de terre, de sang séché et de choses que Joseph ne voulait pas identifier. Ses bras étaient incroyablement longs, noueux de muscles, se terminant par des mains qui étaient presque humaines, mais pas tout à fait. Les doigts trop épais, les ongles trop longs et courbés. Elle se nourrissait, arrachant des lambeaux de chair de la carcasse de Molly et les enfournant dans une bouche que Joseph ne pouvait pas voir. Les bruits humides de mastication emplissaient en la clairière. De temps en temps, elle faisait une pause, et ce grondement sourd recommençait, un son que Joseph reconnaissait maintenant comme du contentement. Le corps de Joseph prit la décision avant que son esprit ne puisse suivre. Il fit un pas en arrière, lent et prudent, puis un autre. Puis, son talon se prit dans une racine, et il trébucha. La tête de la créature pivota d'un coup sec. Joseph vit son visage pendant peut-être 2 secondes avant de plonger derrière un tronc d'arbre abattu. Mais ces 2 secondes suffirent à graver l'image dans sa mémoire pour toujours. C'était simiesque. Ce fut sa première impression. Comme le visage d'un gorille, mais allongé, l'arcade sourcilière plus prononcée, la mâchoire plus longue et plus lourde. Son nez était large et plat, les narines se dilatant tandis qu'il humait l'air. Ses lèvres étaient retroussées sur des dents trop grandes, trop nombreuses, jaunies et tachées de sang frais. Mais ce furent les yeux qui glacèrent le sang de Joseph. Ce n'étaient pas des yeux d'animal. Ce n'étaient pas des yeux humains non plus. C'était quelque chose entre les deux. Quelque chose qui contenait de l'intelligence, de la faim, et une terrible et ancienne reconnaissance. La créature le regarda, et Joseph sut qu'elle savait. Elle savait qu'il était là. Elle savait qu'il l'avait observé. Elle savait qu'il était une proie. Puis Joseph fut derrière le tronc, pressant son corps contre la terre froide, aussi plat qu'il le pouvait. Il pouvait l'entendre bouger. Des pas lourds, des brindilles qui craquent, ce grondement sourd qui s'amplifiait. Il pouvait la sentir maintenant aussi, si proche que la puanteur était suffocante. Il enfouit son visage dans la terre,
ferma les yeux et essaya de se faire plus petit, invisible, ne valant pas l'effort d'être tué. Les pas s'arrêtèrent. Joseph pouvait entendre une respiration juste au-dessus de lui, de l'autre côté du tronc. Il pouvait entendre des narines se dilater, aspirant de grandes goulées d'air, testant, sentant, décidant. Les secondes passèrent. Chacune s'étirait en une éternité. Puis, les pas reprirent, s'éloignant, retournant vers la clairière, retournant vers la carcasse de Molly. Les bruits de mastication reprirent. Joseph resta allongé derrière ce tronc pendant 4 heures. Il connaissait l'heure parce qu'il pouvait voir sa montre quand il tournait légèrement la tête, bougeant si lentement que chaque centimètre prenait des minutes. Il regarda les aiguilles ramper sur le cadran, marquant chaque quart d'heure, chaque demi-heure, chaque heure éternelle. La créature mangeait. Parfois, elle s'arrêtait, et Joseph l'entendait se déplacer dans la clairière, et tout son corps se contractait de terreur. Mais elle retournait toujours à la carcasse, pour se nourrir. Les bruits étaient le pire. Joseph avait dépecé des animaux toute sa vie. Il connaissait les bruits de la viande séparée de l'os, des articulations disloquées, du cartilage qui craque. Mais entendre ces bruits appliqués à Molly, à un animal qu'il avait élevé depuis son plus jeune âge, un animal qui lui avait fait entièrement confiance, était presque plus qu'il ne pouvait supporter. Il entendit la créature briser les côtes de Molly une par une, méthodiquement, comme un homme décortiquant des écrevisses. Il l'entendit aspirer la moelle de ses os de pâte. Il l'entendit mâcher ce qui ne pouvait être que des organes, le bruit mou et écœurant du foie, du cœur et des reins. Il l'entendit s'arrêter pour boire le sang qui s'était accumulé dans sa cavité corporelle ouverte, lapant comme un chien à une écuelle d'eau. Et en dessous de tout cela, ce grondement sourd et constant, ce son de satisfaction. Le corps de Joseph avait dépassé la peur pour entrer dans un état qu'il ne reconnaissait pas. Ses muscles s'étaient bloqués, gelés sur place, comme si son corps comprenait à un niveau animal que le mouvement signifiait la mort. Sa respiration s'était ralentie jusqu'à devenir presque inexistante, de petites gorgées d'air qui soulevaient à peine sa poitrine. Son rythme cardiaque, qui s'était emballé lorsqu'il avait plongé derrière le tronc, s'était progressivement ralenti pour devenir un battement régulier et mesuré. Il était en mode survie, pur et ancien, programmé dans son ADN par des millions d'années d'évolution. Ses ancêtres avaient survécu à des prédateurs auparavant, ours des cavernes, tigres à dents de sabre et loups géants. Ils avaient survécu en faisant exactement cela. Devenir immobile, devenir silencieux, devenir invisible. Joseph devint invisible. La lumière de l'après-midi déclina. Les ombres s'allongèrent sur le sol de la forêt. La température chuta, et les doigts et les orteils de Joseph commencèrent à s'engourdir. Il ne bougea pas, ne frissonna pas, ne fit rien qui puisse attirer l'attention de la chose dans la clairière. Les bruits de mastication devinrent moins fréquents à mesure que la lumière baissait. De longues pauses entre les accès de mastication. Joseph risqua un coup d'œil à sa montre. Près de 4 heures. Il restait peut-être 2 heures de lumière. Puis, la créature bougea. Joseph l'entendit se lever, entendit le craquement de ses articulations, entendit un long rot humide qui sembla durer une éternité. Il l'entendit se déplacer dans la clairière, des pas lourds tournant autour des restes de la carcasse de Molly. Puis, les pas se dirigèrent vers lui. Joseph retint sa respiration. Les pas se rapprochèrent, de plus en plus près. Il pouvait entendre la respiration de la créature maintenant, encore humide de son repas, portant toujours ce grondement sourd de contentement. Il pouvait la sentir, si proche que la puanteur semblait avoir un poids physique, le pressant comme une couverture. Les pas s'arrêtèrent juste de l'autre côté du tronc. Joseph entendit renifler. Des inspirations profondes, investigatrices. La créature le sentait,
essayant de le localiser à l'odeur. Il pressa son visage plus fort dans la terre, serra ses bras contre son corps, se fit aussi petit que possible. Une main passa par-dessus le tronc. Joseph la vit du coin de l'œil. Énorme, couverte de poils sombres, les doigts se terminant par des ongles courbés, qui étaient presque des griffes. Elle agrippa le dessus du tronc, à moins d'1 mètre de la tête de Joseph. Il pouvait voir la terre incrustée sous les ongles. Pouvait voir du sang séché dans les plis de la paume. La main resta là un long moment, testant, curieuse. Puis elle se retira. Les pas s'éloignèrent. Joseph entendit la créature quitter la clairière, l'entendit se frayer un chemin à travers les sous-bois, entendit les bruits de son passage s'estomper jusqu'à ce que le silence revienne dans la forêt. Il ne bougea pas. Il resta là pendant une autre heure, écoutant, attendant, s'assurant absolument. La forêt reprit lentement vie autour de lui. Un jet de Stellar appela quelque part au loin. Un écureuil se mit à jacasser. Des sons normaux, des sons vivants. Ce n'est qu'alors que Joseph leva la tête. La clairière était vide. La créature était partie. Ce qui restait de Molly était à peine reconnaissable. Des os éparpillés, dépouillés de toute chair. Des morceaux de peau gisant dans la terre comme des chiffons jetés. Son crâne ouvert. La cavité cérébrale vide. Ses sabots toujours attachés au bas des pattes. Les tendons rongés jusqu'à l'os. Joseph se releva sur des jambes qui ne voulaient pas le porter. Tout son corps tremblait maintenant. La peur qu'il avait réprimée pendant 4 heures finissant par percer. Il tituba en arrière par où il était venu, sans réfléchir, sans planifier, juste en mouvement, s'éloignant, mettant de la distance entre lui et cette terrible clairière. Smoke était là où Joseph l'avait laissé, toujours attaché à la branche, toujours dans cet état de terreur figée. Le cheval réagit à peine quand Joseph détacha les rênes, bougea à peine quand Joseph se hissa en selle. « Avance !» croassa Joseph, sa voix à peine un murmure. « S'il te plaît, avance !» Smoke bougea. Le gris marcha d'abord, puis trotta, puis se lança dans un galop que Joseph n'essaya pas d'arrêter. Ils s'écrasèrent à travers la forêt, les branches fouettant le visage de Joseph, se baissant sous les branches basses, sautant par-dessus les chablis qui surgissaient de nulle part. La barrière de branches était toujours en travers du sentier principal. Joseph fit tourner Smoke, et ils la contournèrent, à travers un terrain qui aurait dû être infranchissable, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'était pas. Ils atteignirent le début du sentier, alors que la dernière lueur du jour s'éteignait dans le ciel. Le camion et la remorque de Joseph étaient là où il les avait laissés ce matin. La voiture de location de Patterson était partie. L'homme en avait apparemment eu assez d'attendre et était retourné à Boise. Joseph ne lui en voulait pas. Il remarqua à peine son absence. Il chargea Smoke dans la remorque avec des mains qui tremblaient si fort qu'il pouvait à peine manipuler les loquets. Le cheval y alla volontiers, y grimpant presque, aussi désespéré de quitter cet endroit que Joseph. Joseph monta dans son camion, mit le moteur en marche et partit. Il ne s'arrêta qu'en arrivant à la périphérie de Challis, à 40 miles de là. La station-service brillait de néons, une île de normalité dans l'obscurité. Joseph s'arrêta à une pompe et resta assis là un long moment, fixant ses mains sur le volant. Elles tremblaient. Il ne pouvait pas les faire arrêter. Un employé sortit. Un gamin de peut-être 18 ans avec de l'acné et un sweat de l'université d'État de Boise. « Je peux vous aider, monsieur ?» Joseph le regarda. Ce garçon normal, ordinaire, vivant sa vie normale et ordinaire. Il essaya de parler et rien ne sortit. « Monsieur, ça va ? J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. » réussit finalement à dire Joseph. « Je dois appeler le shérif. » L'expression du gamin passa de l'inquiétude à la suspicion. « Y a un problème ? » ?»« Ouais, dit Joseph. « Y a un problème. »
le bureau du shérif du comté de Custer envoya un adjoint nommé Morrison, un homme corpulent d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et les yeux lasses de quelqu'un qui en avait trop vu en trop d'années. Il trouva Joseph toujours assis dans son camion à la station-service, serrant une tasse de café que l'employé lui avait donnée. Morrison écouta l'histoire de Joseph sans l'interrompre. Son visage resta neutre tout du long, professionnellement vide, ne laissant rien paraître. Quand Joseph eut fini, l'adjoint resta silencieux un long moment. « Alors, si je comprends bien, » dit Morrison lentement, « vous me dites qu'un Bigfoot a tué votre jument. » Dit à voix haute, sous la lumière crue de la station-service, cela semblait insensé. Joseph entendait comment ça sonnait. Il l'avait entendu pendant tout le temps où il le racontait. « Je vous dis ce qui s'est passé, » dit Joseph. « Je ne sais pas comment l'appeler. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez perdu une jument, probablement à cause d'un ours. Ce n'était pas un ours. Monsieur Thundercloud, ça fait 30 ans que je travaille dans ces montagnes. J'ai vu ce que les ours font au bétail. J'ai vu. Je sais ce que les ours font, l'interrompit Joseph. Ça fait 20 ans que je guide des chasseurs ici. J'ai déjà vu des ours tuer des chevaux. Ce n'était pas un ours. Morrison soupira. D'accord. Racontez-moi encore ce que vous avez vu. L'animal lui-même. Joseph ferma les yeux. Il ne voulait pas le revoir, ne voulait pas ramener cette image dans son esprit. Mais elle était là de toute façon, l'attendant à chaque fois qu'il clignait des yeux. 8 pieds de haut, dit-il. Peut-être 9, couvert de poils sombres, bâti comme un homme, mais plus lourd, beaucoup plus lourd. Les bras lui arrivaient en dessous des genoux, des mains comme... Il s'arrêta, cherchant les mots justes, comme des mains de gorille, mais en plus grand, avec des griffes, de longs ongles, courbés, comme des cerfs. Morrison écrivait dans un carnet. Et le visage? Comme un singe, comme un gorille. Mais les yeux étaient... Joseph secoua la tête. Les yeux n'allaient pas. Trop intelligents. Comme s'il pensait. Comme s'il savait ce que j'étais. A-t-il fait des bruits? Il a grogné? Ou grondé? Comme un gros félin, mais en plus grave. Et il a mangé. Je l'ai entendu manger pendant 4 heures. Vous êtes sûr de cette durée? 4 heures? J'ai regardé ma montre. J'ai compté chaque minute. Morrison ferma son carnet. Voilà ce que je pense qu'il s'est passé, Monsieur Thundercloud. Vous avez vu un ours. Un gros ours, peut-être le plus gros que vous ayez jamais vu. Votre jument a eu peur et s'est enfui, et l'ours l'a tué. Vous avez eu peur, ce qui est naturel, et vous vous êtes caché pendant que l'ours se nourrissait. Dans votre peur, votre esprit vous a joué des tours. Il a rendu l'ours plus gros. Il lui a donné l'apparence de quelque chose qu'il n'était pas. Je sais ce que j'ai vu. Je ne dis pas que vous ne croyez pas ce que vous me dites. Je dis que ce que vous croyez n'est pas ce qui s'est réellement passé. Joseph posa sa tasse de café. Ses mains avaient cessé de trembler, mais autre chose avait remplacé le tremblement. Un nœud froid et dur dans sa poitrine qui ressemblait à de la colère. Allez-vous enquêter? Je vais rédiger un rapport. Et j'enverrai les gardes-chasse là-haut demain matin pour examiner la carcasse, voir s'ils peuvent identifier ce qui a tué votre jument. Je peux leur montrer où c'est arrivé. Morrison hésita. Ce n'est probablement pas nécessaire. Vous avez vécu une expérience traumatisante. La meilleure chose à faire est de rentrer chez vous, de vous reposer et d'essayer d'oublier tout ça. Et s'ils trouvent quelque chose d'inhabituel, ils vous contacteront. Joseph reconnut un renvoi quand il en entendait un. Il avait eu affaire à assez de bureaucratie au fil des ans, assez de permis, de règlements et d'indifférence officielle.
L'adjoint avait déjà pris sa décision. Un chasseur effrayé avait perdu une jument à cause d'un ours. Fin de l'histoire. « Je veux parler au garde-chasse moi-même, » dit Joseph. « Avant qu'ils ne montent là-haut. Je leur ferai savoir. » Le ton de Morrison indiquait clairement qu'il ne le ferait pas. Joseph rentra à Salmon, encore 2 heures sur des routes de montagnes sinueuses. Smoke se tenait dans la remorque derrière lui, tremblant toujours. Toujours dans cet état de choc, dans lequel les chevaux tombent parfois lorsqu'ils ont vécu quelque chose qui dépasse leur capacité de traitement. Joseph savait exactement ce que le cheval ressentait. Sa femme, Marie, l'attendait quand il entra dans l'allée. Elle sortit sur le porche alors qu'il descendait du camion, le visage crispé d'inquiétude. « Patterson a appelé, » dit-elle. « Il a attendu au début du sentier pendant 3 heures. Il a dit que quelque chose avait dû mal tourner. Quelque chose a mal tourné. » Joseph lui raconta tout. Il s'assit à leur table de cuisine, la même table où ils avaient partagé des milliers de repas en 30 ans de mariage. Et il lui parla de la barrière, des empreintes, du hurlement de Molly et des 4 heures derrière le tronc. Marie écouta sans l'interrompre, sa main couvrant la sienne sur la table, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il eut fini, elle ne lui dit pas qu'il l'avait imaginé. Elle ne lui dit pas que c'était un ours. Elle ne lui dit pas de l'oublier et de passer à autre chose. « Ma grand-mère parlait des sauvages, » dit-elle doucement. Elle disait qu'ils étaient là, avant les gens, avant même les montagnes. Elle disait qu'ils seraient là après notre départ. Tu crois qu'ils sont réels ? Marie resta silencieuse un moment. Je crois que ma grand-mère savait des choses qui n'entraient pas dans les livres ou sur les cartes, des choses que les anciens comprenaient et que les nouveaux ont oubliées. Qu'est-ce qu'elle disait à leur sujet ? Les sauvages, elle disait qu'ils restent entre eux. Ils ne veulent rien avoir à faire avec nous. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Marie fit une pause. Elle disait aussi que si jamais tu en vois un, vraiment un, tu es marqué. Il te connaît maintenant. Il te connaîtra toujours. Joseph pensa à cette main passant par-dessus le tronc, ses ongles courbés, à quelques centimètres de sa tête. La créature avait su qu'il était là, avait choisi de ne pas le tuer. Pourquoi ? Il ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il était de retour derrière ce tronc, écoutant les bruits de Molly se faisant déchiqueter. Il resta allongé dans son lit à fixer le plafond, pendant que Marie respirait doucement à côté de lui, et il essaya de donner un sens à ce qui s'était passé. Il n'y parvint pas. La partie rationnelle de son esprit insistait sur le fait qu'il devait y avoir une explication. Un singe échappé d'un zoo ou d'un centre de recherche. Un canular, d'une manière ou d'une autre, bien qu'il ne pût imaginer qui le perpétrerait, ni pourquoi. Une hallucination provoquée par le stress. L'altitude, ou une plante qu'il avait touchée sans le savoir. Mais aucune de ces explications ne tenait la route. Il guidait des chasses dans ces montagnes depuis 20 ans. Il connaissait la différence entre la réalité et le fantasme. Il savait ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait vu était impossible. À l'aube, Joseph se leva et alla voir Smoke. Le gris se tenait dans le coin de son box, tremblant toujours, refusant toujours de manger. Joseph passa ses mains sur le pelage du cheval, parlant doucement, essayant d'offrir un réconfort qu'il ne ressentait pas lui-même. « Je sais, » murmura-t-il. « Je sais, mon grand. Je l'ai vu aussi. » L'agent des Eozet Forêt arriva vers 10 heures. Elle s'appelait Chen et elle était jeune, probablement fraîchement sortie de l'université, avec un porte-bloc et une expression enthousiaste qui suggérait qu'elle croyait encore que son travail pouvait faire une différence. Joseph la regarda entrer dans son allée et sentit quelque chose s'effondrer dans sa poitrine. Morrison ne l'avait pas pris assez au sérieux pour envoyer un officier supérieur. « Monsieur Thundercloud, je suis l'agent Chen.
des eaux et forêts de l'Idaho. L'adjoint Morrison m'a demandé de faire le suivi de votre rapport. » Joseph la fit entrer et raconta son histoire à nouveau. Cette fois, il observa ses réactions, la façon dont son expression passa d'un intérêt professionnel à un scepticisme mal dissimulé. Au moment où il termina, elle le regardait de la même manière que les gens regardent un enfant qui insiste sur le fait qu'il y a un monstre sous le lit. « Je vous remercie d'avoir partagé cela, » dit-elle en prenant des notes sur son porte-bloc. « Pouvez-vous me donner les coordonnées GPS de l'endroit où l'incident s'est produit ?» Joseph sortit l'emplacement sur son téléphone et lui lut les chiffres. Chen les nota avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui suit une procédure. « Nous enverrons une équipe là-haut cet après-midi pour enquêter. »« Je veux y aller avec eux. » Chen hésita. « Ce n'est pas la procédure standard. Ces enquêtes, je connais ces montagnes mieux que n'importe qui que vous pourriez envoyer. Et je sais exactement où c'est arrivé. Je comprends. Mais cette chose est toujours là-bas. » La voix de Joseph était plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Quoi que ce soit, c'est toujours là-bas. Et votre équipe a besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. » Chen l'étudia un long moment. Son scepticisme était toujours là, évident sur son visage. Mais il y avait autre chose aussi. Peut-être de la curiosité. Peut-être juste le professionnalisme de prendre un témoin au sérieux, même quand son histoire semble insensée. « Je vais demander à mon superviseur, » dit-elle finalement, sans promesse. Elle rappela 1 heure plus tard. Son superviseur avait approuvé la demande de Joseph d'accompagner l'équipe, en grande partie parce que personne d'autre ne voulait faire les 3 heures de trajet dans cette nature sauvage avec un chasseur traumatisé qui prétendait avoir vu Bigfoot. Joseph soupçonnait que Chen s'était porté volontaire pour s'épargner ce que ses collègues considéraient probablement comme une mission absurde. Ils partirent cet après-midi-là. Chen conduisait un camion du service des forêts et Joseph était sur le siège passager, regardant le paysage familier défiler sans vraiment le voir. Son esprit revenait sans cesse à la clairière, aux os éparpillés de Molly, à la main passant par-dessus le tronc. Le début du sentier semblait différent en plein jour. Plus petit en quelque sorte, plus ordinaire. Joseph déchargea Smoke de la remorque, mais le cheval ne voulut pas y aller. Il campa sur ses sabots et refusa de bouger, tout comme la veille. Joseph pouvait voir le blanc de ses yeux, pouvait voir la terreur qui ne s'était pas estompée malgré une nuit dans un box familier. « Nous devrons marcher », dit Joseph. Chen regarda la forêt, puis Smoke, puis Joseph. « Qu'est-ce qui ne va pas avec votre cheval? Il sait ce qu'il y a là-bas. » Chen ne répondit pas à cela. Elle ajusta son sac à dos, vérifia sa radio et s'engagea sur le sentier. Ils marchèrent en silence pendant la première heure. La forêt était calme, mais pas de manière anormale. Joseph pouvait entendre des oiseaux au loin, pouvait entendre des écureuils se déplacer dans les sous-bois. Des sons normaux, des sons vivants. Mais il ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils étaient observés. La barrière avait disparu. Joseph s'arrêta à l'endroit où elle avait été, là où les branches entrelacées avaient bloqué le sentier la veille. Il ne restait rien, à part quelques brindilles cassées sur le sol. « C'était ici, » dit-il. « La barrière. » Chen regarda autour d'elle. « Quelle barrière ?» Quelque chose bloquait le sentier ici, des branches, entrelacées. Joseph s'agenouilla et ramassa l'une des brindilles cassées. Ça vient de là. On peut voir où ça a été cassé. Ça aurait pu être le vent. Ce n'était pas le vent. Ils continuèrent, quittant le sentier principal là où Joseph avait tourné la veille. La forêt semblait différente dans la lumière de l'après-midi, moins menaçante. Joseph commença à douter de sa propre mémoire. Était-ce vraiment arrivé comme il s'en souvenait? Ou Morrison avait-il raison? La peur avait-elle déformé ses perceptions? Puis, ils atteignirent dans la clairière.
Chen s'arrêta à la lisière, le visage blême. Les restes de Molly étaient éparpillés sur une zone de 10 mètres. Joseph s'était attendu à ce qu'ils paraissent différents, en plein jour. S'était attendu à ce que l'horreur soit diminuée par le soleil ordinaire. Mais elle n'était pas diminuée. Au contraire, la lumière crue la rendait pire. Il pouvait voir des détails que l'obscurité avait heureusement cachés. Les marques de dents sur les os. La façon dont la peau avait été arrachée en lambeaux. Le crâne, ouvert avec ce qui devait avoir été une force prodigieuse. Qu'est-ce qui a fait ça? La voix de Chen était à peine un murmure. Joseph ne répondit pas. Il regardait autre chose. Quelque chose de l'autre côté de la clairière, à moitié caché dans les sous-bois. Une empreinte. Il s'approcha, chaque pas ressemblant à un voyage dans des eaux profondes. L'empreinte était la même que celle qu'il avait vue la veille. 18 pouces de long, 8 de large, enfoncée de près de 5 cm dans la terre dure et tassée. Mais celle-ci était plus nette, plus définie. Il pouvait compter les orteils. 5, le plus gros mesurant près de 8 cm de diamètre. Chen arriva derrière lui. Elle ne dit rien pendant un long moment. « Ce n'est pas une empreinte d'ours » dit-elle finalement. « Non. Ce n'est pas humain non plus. »« Non. » Chen s'accroupit à côté de l'empreinte, l'étudiant avec l'attention méthodique de quelqu'un formé à identifier les signes d'animaux. Joseph observa son visage tandis qu'elle mesurait, photographiait et prenait des notes. Il vit le scepticisme s'effacer, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Il y a d'autres empreintes par ici, » dit-elle, se déplaçant vers le bord de la clairière. Toute une piste, en direction du nord-ouest. Joseph la suivit. Les empreintes continuaient dans la forêt, espacées d'environ 1,20 m. Une démarche de marche, sans hâte. Quoi que ce soit qui les ait faites ne courait pas ou ne fuyait pas. Il avait simplement marché. « Nous devrions rentrer, » dit Joseph. Chen le regarda. « Nous devons les suivre, documenter où elles mènent. Nous devons rentrer, tout de suite. Monsieur Thundercloud, c'est exactement le genre de preuve que... » Écoutez. Chen se tut. Ils écoutèrent tous les deux. La forêt était redevenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas d'écureuils, pas de vent dans les arbres. Juste ce silence lourd et oppressant dont Joseph se souvenait de la veille. Le silence qui venait avant. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Chen. « Il est là. » L'odeur les frappa un instant plus tard. Ce même musc organique, animal, dont Joseph se souvenait. Pourriture, sauvagerie et quelque chose en dessous qui défiait toute catégorisation. Le visage de Chen se tordit de dégoût. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Il faut partir. Maintenant. Joseph lui attrapa le bras et la tira en arrière par où ils étaient revenus. Chen résista un instant, regardant toujours vers la lisière des arbres, essayant toujours de voir ce qui produisait cette odeur. Puis, elle sembla le sentir aussi, cette certitude primale que quelque chose les observait, et sa résistance s'évapora. Ils coururent. Pas la fuite éperdue que Joseph avait faite la veille, mais une retraite rapide et contrôlée, les yeux balayant les arbres, les oreilles tendues pour tout bruit de poursuite. L'odeur les suivait, parfois plus forte, parfois plus faible, comme si ce qui la produisait tournait autour d'eux, suivant leur progression. Ils déboulèrent des arbres, au début du sentier, juste au moment où le soleil touchait l'horizon. Smoke était là où il l'avait laissé, refusant toujours de bouger, ses yeux révulsés quand il les vit sortir de la forêt. Chen respirait fort, le visage pâle, son sang-froid professionnel complètement disparu. Elle chercha sa radio avec des mains tremblantes. « Ici, Chen. Je dois signaler un incident avec la faune. Emplacement. Début du sentier du col de Thunderbolt. » Des grésillements. Pas de réponse. Elle essaya à nouveau. Les mêmes grésillements. Les montagnes bloquaient les signaux ici. Joseph le lui avait dit avant qu'il ne parte.
Elle aurait dû le savoir. « Il faut y aller, » dit Joseph. « Retournez en ville. Signalez ça en personne. » Chen hocha la tête. Elle regarda une dernière fois la ligne sombre de la forêt derrière eux, les ombres qui s'accumulaient sous les arbres, et quelque chose dans son visage changea. Le scepticisme avait complètement disparu. À sa place se trouvait une reconnaissance que Joseph comprenait trop bien. Elle le croyait. Ils retournèrent à Salmon en silence. Chen n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, surveillant la route derrière eux, regardant l'obscurité grandir. Joseph fixait droit devant lui, ses mains pressées à plat contre ses cuisses pour les empêcher de trembler. Au bureau des eaux et forêts, le superviseur de Chen attendait. Il s'appelait Barrett, un homme corpulent d'une 60aine d'années, avec une barbe touffue et le genre de bronzage permanent qui vient de décennies passées en plein air. Il écouta le rapport de Chen avec une expression d'incrédulité croissante. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, » dit-il quand elle eut fini. « Vous avez trouvé des empreintes, de grandes empreintes, et vous avez senti quelque chose de mauvais. Et sur cette base, vous suggérez que le cheval de M. Thundercloud a été tué par un... Quoi, exactement? Je ne sais pas ce qui l'a tué, dit Chen. Mais ce n'était pas un ours. Les empreintes ne correspondent à aucune espèce de notre base de données. Et la taille? Vous les avez mesurées? 18 pouces sur 8. Près de 5 cm de profondeur dans un sol dur et tassé. Barrett renifla. On dirait un canular. Qui ferait un canular comme ça, au milieu de la nature? Et comment truquerait-il une empreinte aussi profonde? Les gens font des choses folles. Il y a toute une industrie de chasseurs de Bigfoot qui fabriquent de fausses empreintes, de fausses preuves. C'est probablement un passionné de cryptozoologie qui essaie de fabriquer des preuves. Et le cheval? Demanda doucement Joseph. Est-ce qu'un farceur a déchiqueté un animal vivant à main nue? L'expression de Barrett vacilla. Ça aurait pu être un ours. Un gros ours. Vous savez que ce n'était pas un ours. Je ne sais rien de tel. Ce que je sais, c'est que vous avez vécu une expérience traumatisante, Monsieur Thundercloud. Vous avez perdu un animal. Vous avez eu peur. Votre esprit a comblé les vides avec quelque chose sorti d'une histoire de feu de camp. Il se tourna vers Chen. Je veux que vous rédigiez ça comme une attaque d'ours. Prédateur inconnu, probablement Ursus americanus. J'informerai le service des forêts de mettre des panneaux d'avertissement dans cette zone. Monsieur, les preuves. Les preuves montrent une prédation animale. Tout le reste n'est que spéculation. La voix de Barrett s'était durcie. Ce bureau traite des faits, Chen, pas des légendes. Joseph partit sans un mot de plus. Il était inutile de discuter. Barrett avait pris sa décision, l'avait probablement prise avant même que Chen ne commence à parler. L'histoire était trop impossible, trop menaçante pour tout ce en quoi il croyait dans le monde où il travaillait. Plus facile de l'écarter, plus facile de l'étiqueter comme de l'hystérie, un canular ou une simple erreur d'identification. Joseph comprenait. Il aurait aimé pouvoir faire de même. Il rentra chez lui alors que la nuit tombait. Marie attendait de nouveau sur le porche, et quand elle vit son visage, elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle passa simplement ses bras autour de lui et le serra tandis qu'il se tenait là, fixant les montagnes qui se dressaient, noires, contre le ciel étoilé. Le magazine de Boise le trouva 3 semaines plus tard. Joseph ne savait pas comment ils en avaient entendu parler. Quelqu'un au bureau du shérif avait parlé, ou quelqu'un au Eaux et Forêts. Ces histoires avaient une façon de fuiter, de se propager à travers les réseaux de passionnés de plein air et de chasseurs de cryptides, qui suivaient chaque observation inhabituelle, chaque incident inexpliqué. La journaliste était une femme nommée Sandra Ortiz, et elle était différente des officiels avec qui Joseph avait eu affaire. Elle écouta son histoire sans l'interrompre, sans sourire en coin, sans le poids du scepticisme officiel pesant sur chaque mot. Elle posa des questions qui montraient qu'elle avait fait ses devoirs. Des questions sur l'emplacement spécifique, le comportement de la créature, les empreintes que Chen avait photographiées.
L'agent Chen vous a donné les photographies ? Demanda Joseph. Officieusement, elle est troublée par ce qu'elle a vu. Elle pense que Barrett a tort de l'écarter. Barrett veut que ça disparaisse. La plupart des gens le veulent. Ce genre d'histoire menace quelque chose de fondamental. L'idée que nous savons ce qu'il y a là-bas. Que le monde est cartographié, mesuré et compris. Ortiz se pencha en avant. Mais vous savez que c'est différent maintenant, n'est-ce pas, Monsieur Thundercloud? Joseph pensa à la clairière, au hurlement de Molly, à la main passant par-dessus le tronc, ses ongles courbés à quelques centimètres de son visage. Je sais qu'il y a des choses dans ces montagnes que nous ne comprenons pas, dit-il. Des choses qui n'entrent pas dans nos catégories. Des choses qui sont là depuis plus longtemps que nous. Votre grand-père les connaissait? Joseph la regarda vivement. Comment savez-vous ça? Je fais des recherches sur cette région depuis des années. Les Shoshones Lemi avaient des noms pour ces créatures. Des histoires qui remontent à des centaines de générations. Votre famille est dans ces montagnes depuis longtemps. Mon grand-père n'en parlait jamais, pas directement. Il me disait juste de rester à l'écart de certains endroits, certaines vallées où les wapitis n'allaient pas, certaines crêtes où même le vent semblait éviter de passer. A-t-il déjà dit pourquoi? Joseph resta silencieux un long moment, se souvenant. Le visage de son grand-père, buriné et sage, le visage d'un homme qui avait vécu toute sa vie dans ces montagnes, et les comprenait d'une manière que les livres ne pourraient jamais capturer. Il disait que le monde est plus grand que nous ne le pensons, dit finalement Joseph. Il disait qu'il y a de vieilles choses qui vivent dans les endroits profonds, des choses qui étaient là avant l'arrivée des hommes, et qui seront là après notre départ. Il disait que l'homme sage ne les cherche pas. Il reconnaît simplement qu'elles existent et leur laisse leur espace. Mais vous ne leur avez pas laissé d'espace. Je ne savais pas que j'étais sur leur territoire. Je ne faisais que ramener de la viande de wapiti, comme je l'avais fait 100 fois auparavant. Joseph secoua la tête. C'était peut-être ça le problème. J'étais devenu trop à l'aise. J'avais commencé à penser que ces montagnes m'appartenaient. L'article d'Ortiz parut dans le numéro de printemps. Il était complet et juste, présentant le récit de Joseph aux côtés du démenti officiel, des photographies prises par Chen et de l'historique des observations similaires dans la région. Il ne prétendait rien prouver. Il présentait simplement les preuves et laissait les lecteurs tirer leurs propres conclusions. L'article suscita une attention modeste. Joseph reçut quelques demandes d'interview, qu'il refusa. Quelques chercheurs en cryptozoologie le contactèrent, voulant organiser des expéditions dans la région, ce que Joseph refusa également. Il n'avait aucun intérêt à y retourner, aucun intérêt à aider les autres à trouver ce qu'il avait trouvé. Il vendit son entreprise de guide cet été-là, 20 ans à construire cette entreprise, à établir des relations avec les clients, à développer des itinéraires à travers la nature sauvage et à se forger une réputation comme l'un des meilleurs guides de l'Idaho. Il vendit tout à un homme plus jeune nommé Roberts, un ancien élève qui avait passé 3 saisons à apprendre le métier sous la supervision de Joseph. Roberts était bon. Il prendrait soin des chevaux, des clients, des montagnes. Joseph ne lui raconta pas ce qui s'était passé. Ne le prévint pas du territoire près du col de Thunderbolt, des vallées où les wapitis n'allaient pas, des barrières qui apparaissaient en travers des sentiers et des empreintes qui ne devraient pas exister. Peut-être aurait-il dû, mais une partie de lui ne pouvait supporter d'en parler à nouveau, ne pouvait supporter de voir ce regard de scepticisme sur un autre visage. Lui et Marie déménagèrent dans une petite ville près de Boise, assez proche des montagnes pour les voir, mais assez loin pour que Joseph puisse prétendre qu'elle n'était pas là. Il prit un travail dans une quincaillerie, passant ses journées à conseiller les propriétaires sur les vis, le bois et les couleurs de peinture. Un travail ordinaire, un travail sûr,
Un travail qui n'avait rien à voir avec la nature sauvage, la chasse ou les choses qui vivaient dans les endroits profonds. Il acheta un quad. Marie remarqua le changement en lui, la façon dont il sursautait aux bruits inattendus, la façon dont il évitait d'être seul après la tombée de la nuit, la façon dont il se réveillait parfois au milieu de la nuit, trempé de sueur, certain que quelque chose l'observait depuis les ombres. « Tu devrais parler à quelqu'un », lui dit-elle un soir, des mois après le déménagement. « Un professionnel. Il n'y a pas de honte à ça. » Qu'est-ce que je leur dirais? Que j'ai vu Bigfoot, que j'ai passé 4 heures à me cacher d'un monstre pendant qu'il mangeait mon cheval. Tu leur dirais la vérité. Ce qui t'est arrivé était traumatisant, Joseph. Quoi que ce soit, un ours ou autre chose, c'était traumatisant. Tu as besoin de le digérer. Joseph regarda par la fenêtre les montagnes lointaines, leur sommet encore blanc de neige, même en plein été. « Et si le digérer signifie accepter que c'est réel ?» demanda-t-il doucement. « Et si ça signifie admettre que le monde est différent de ce que je pensais? Que tout ce que je croyais sur la nature, la science, et ce qui est possible est faux ?» Marie ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse à donner. Joseph ne retourna jamais dans l'arrière-pays, ne monta plus jamais à cheval. Il utilisait des quads les rares fois où il avait besoin de se déplacer sur un terrain accidenté, leur bruit mécanique étant un réconfort, une barrière entre lui et le monde naturel dans lequel il s'était autrefois senti si à l'aise. Parfois, tard dans la nuit, il pensait au visage de la créature, ses yeux qui contenaient trop d'intelligence, trop de reconnaissance. La façon dont elle l'avait regardé à ce moment-là, avant qu'il ne plonge derrière le tronc, la façon dont elle avait su ce qu'il était. La grand-mère de Marie avait dit que si l'on voyait l'un des sauvages, vraiment un, on était marqué. Il vous connaîtrait toujours. Joseph le croyait maintenant. Il le croyait parce que parfois, quand il était seul, quand la maison était silencieuse et que la nuit se pressait contre les fenêtres, il pouvait la sentir. Ce même muscle organique, faible mais indubitable, flottant de quelque part juste au-delà du bord de la perception. Et il savait, avec une certitude qui dépassait la logique ou l'épreuve, que quelque part dans ces montagnes, dans les vallées où les wapitis n'allaient pas, quelque chose se souvenait de lui. La thérapeute s'appelait Dr. Williams. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au comportement calme et patient. Marie l'avait trouvée par l'intermédiaire d'un ami, quelqu'un qui se spécialisait dans les traumatismes sans faire de suppositions sur la nature de ce traumatisme. Joseph résista pendant des mois, mais finalement les cauchemars l'épuisèrent. Les nuits blanches, la façon dont il ne pouvait pas fermer les yeux sans voir cette clairière. Il raconta l'histoire au docteur Williams. Tout, du premier signe étrange aux 4 heures derrière le tronc, jusqu'aux mois qui suivirent. Elle écouta sans l'interrompre, sans montrer le scepticisme auquel Joseph s'était habitué. « Que croyez-vous qu'il se soit passé ?» demanda-t-elle quand il eut fini. « Je ne sais pas. Mais vous croyez que quelque chose d'inhabituel s'est produit, quelque chose en dehors des limites de l'expérience normale. » Joseph hocha lentement la tête. « J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Je l'ai senti. Je l'ai ressenti. Chaque partie de mon corps me disait la même chose. C'est réel, ça se passe. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré auparavant. Et pourtant, votre esprit rationnel a du mal à l'accepter. Mon esprit rationnel dit que c'est impossible. Il n'y a pas de place en biologie, en évolution, dans aucun cadre scientifique pour une créature comme ça. Mais votre esprit rationnel sait aussi ce que vous avez vécu. La preuve sensorielle directe. Oui. Le docteur Williams resta silencieux un moment. D'après mon expérience, les événements traumatisants créent souvent une sorte de scission dans la psyché.
Une partie de nous sait ce qui s'est passé, ce que nous avons vu, ressenti et entendu. Une autre partie ne peut pas intégrer cette connaissance, ne peut pas la faire correspondre avec le reste de notre vision du monde. Le travail de guérison consiste souvent à faire dialoguer ces deux parties, à trouver un moyen de maintenir les deux vérités en même temps. Les deux vérités, que vous avez vécu quelque chose de réel et de terrifiant, et que le monde est toujours un endroit cohérent où vous pouvez vous sentir en sécurité. Joseph y réfléchit. Et si ces deux choses sont incompatibles? Et si le monde n'est pas sûr? Le monde n'a jamais été complètement sûr. Il y a toujours eu des dangers, des incertitudes, des choses hors de notre contrôle. Mais la plupart d'entre nous construisons une sorte de, appelons ça, un refuge psychologique, un ensemble de croyances et d'hypothèses qui nous permettent de fonctionner sans être paralysés par la peur. Votre expérience a détruit ce refuge. La question est maintenant de savoir si vous pouvez le reconstruire. Et si je ne peux pas, alors nous travaillons à construire quelque chose de différent, quelque chose qui reconnaît les risques que vous savez maintenant exister, tout en vous permettant de vivre une vie qui a du sens. Les séances aidèrent, lentement. Pas de la manière que Joseph avait espéré, pas en restaurant son ancienne certitude sur le monde. Au lieu de cela, elles l'aidèrent à trouver une sorte de paix avec l'incertitude. Il apprit à accepter qu'il ne saurait jamais exactement ce qu'il avait vu ce jour-là, qu'il ne serait jamais capable de le catégoriser ou de l'expliquer. Et il apprit que ne pas savoir ne devait pas signifier ne pas vivre. Il se mit à la menuiserie. Il y avait quelque chose dans le travail de ses mains, dans la transformation du bois brut en objets utiles, qui le stabilisait d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Il construisit des meubles pour la maison, puis pour des amis, puis pour des clients qui virent de son travail et en voulurent pour eux-mêmes. La réputation se répandit, et en un an, il avait plus de commandes qu'il ne pouvait en honorer. Marie le regarda guérir avec une satisfaction tranquille, qu'elle mettait rarement en mots. Mais parfois, quand elle le surprenait absorbé par la sculpture d'un pied de chaise ou le ponçage d'un plateau de table, elle souriait d'une manière qui donnait à Joseph le sentiment que peut-être les choses iraient bien. Près de 2 ans après l'incident, Joseph reçut une lettre. L'adresse de l'expéditeur était l'université de l'Idaho, département d'anthropologie. Il l'ouvrit en s'attendant à une autre demande d'interview, une autre invitation à une expédition, une autre tentative de le ramener dans un monde qu'il essayait d'oublier. À la place, il trouva une photographie. L'image montrait une empreinte de pas dans la neige clairement définie de 18 pouces de long sur 8 de large. 5 orteils, le plus grand mesurant près de 8 cm de diamètre. La forme était indubitable. Une note manuscrite accompagnait la photographie. M. Thundercloud. Cette empreinte a été trouvée en février dernier dans la réserve intégrale Frank Church River of No Return, à environ 3 miles de l'endroit de votre incident signalé. Elle a été photographiée par un garde forestier effectuant une étude hivernale. Le garde, qui a demandé à ne pas être identifié, pense que vous devriez la voir. Je fais des recherches sur les observations signalées dans cette région depuis 15 ans. Votre récit, tel que publié dans l'article de Madame Ortiz, est l'un des plus détaillés et crédibles que j'ai rencontrés. Si vous êtes un jour disposé à en parler davantage, veuillez me contacter à l'adresse ci-dessus. Dr. Helen Kowalski. Joseph fixa la photographie pendant un long moment, à 3 miles de la clairière, à 3 miles de l'endroit où Molly était morte. 2 ans plus tard, et ceux qui l'avaient tuée étaient toujours là, se déplaçant toujours dans ces montagnes, laissant toujours des traces que la science ne pouvait expliquer. Il pensa à l'avertissement que son grand-père lui avait donné. Reste à l'écart de certains endroits, de certaines vallées où les wapitis ne vont pas.
Les sauvages ne voulaient pas être trouvés. Ils voulaient juste qu'on les laisse tranquilles. Joseph mit la photographie dans un tiroir et écrivit au docteur Kowalski une brève réponse déclinant son invitation à parler davantage. Il n'avait plus rien à dire. Rien qui puisse aider quiconque à comprendre ce qu'il y avait là-bas. Certaines vérités n'étaient pas destinées à être comprises. Certains mystères n'étaient pas destinés à être résolus. Il retourna à sa menuiserie, à sa vie tranquille dans la petite ville près de Boise. Mais parfois, en fin de soirée, quand le soleil se couchait et que les montagnes devenaient or et pourpre contre le ciel qui s'assombrissait, il se tenait sur son porche et regardait ces sommets lointains. Il se souvenait du hurlement de Molly. Il se souvenait des bruits de mastication. Il se souvenait de la main passant par-dessus le tronc, de ses ongles courbés à quelques centimètres de son visage. Et il se demandait si, quelque part là-bas dans les endroits profonds, quelque chose se souvenait de lui aussi. Les cauchemars ne s'arrêtèrent jamais complètement. Ils venaient moins fréquemment maintenant, des semaines ou parfois des mois, entre les épisodes. Mais ils revenaient toujours finalement. Le même rêve, toujours le même. Il était de nouveau derrière le tronc, écoutant les bruits de Molly se faisant déchiqueter, incapable de bouger, incapable de courir, incapable de faire autre chose que de rester là et d'attendre. Mais le rêve avait changé avec le temps. Dans les premiers mois, il se terminait avec la main de la créature passant par-dessus le tronc, ses doigts énormes l'atteignant, et Joseph se réveillait en hurlant de terreur. Maintenant, cependant, le rêve continuait au-delà de ce moment. La main apparaissait, faisait une pause, puis se retirait, et Joseph entendait une voix. Pas des mots, exactement, plutôt un sentiment imprimé directement dans son esprit. Reste à l'écart. Il ne savait pas si la voix était un souvenir, un avertissement ou simplement son cerveau traumatisé, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Peut-être les trois. Peu importait. Le message était clair. On lui avait permis de vivre. On lui avait donné une seconde chance. Et le prix de cette miséricorde était de rester à l'écart, d'oublier, de retourner à sa vie ordinaire et de ne jamais revenir. C'était un prix que Joseph était prêt à payer. Il ne parla plus jamais de l'incident après cela. Ni à Marie, ni au docteur Williams, ni à personne. Quand les gens l'interrogeaient sur sa carrière de guide, il racontait des histoires de chasse au wapiti, de panoramas de montagnes et de nuits passées sous les étoiles. Il parlait de la beauté de la nature sauvage, de la satisfaction de guider les clients vers des chasses réussies, de la fierté qu'il tirait de son travail. Il ne mentionna jamais la raison pour laquelle il avait tout abandonné. Et ainsi les années passèrent. Joseph construisit des meubles, cultiva des légumes dans son jardin et regarda ses petits-enfants apprendre à marcher et à parler. Il vieillit aux côtés de Marie, leur vie s'installant dans le rythme confortable de la retraite. Les montagnes restaient visibles de son porche, leurs sommets blancs en hiver et verts en été, belles et terribles et changées à jamais dans la perception de Joseph. Il n'y retourna jamais. Mais chaque mois d'octobre, à l'anniversaire de l'incident, il sortait la photographie que le docteur Kowalski lui avait envoyée. Il étudiait l'empreinte dans la neige, traçant ses contours familiers, se souvenant de l'empreinte à côté de laquelle il s'était agenouillé dans une clairière, tandis que les restes de Molly refroidissaient dans l'air d'octobre. Il se souvenait du visage de la créature, de ses yeux trop intelligents, de ce regard de reconnaissance et de décision. Et il murmurait une prière à personne en particulier, ou peut-être à quelque chose de très particulier, quelque chose de vieux et de puissant, et au-delà de sa compréhension. « Merci de m'avoir laissé partir », disait-il. « Je garderai votre secret. Je resterai à l'écart. » Les mots disparaissaient dans le silence de sa maison vide, et Joseph remettait la photographie dans son tiroir pour une autre année. Le secret était gardé. Les lieux sauvages restaient sauvages.
et quelque part dans les montagnes, dans les vallées profondes où les wapitis n'allaient non plus, quelque chose d'ancien continuait son existence, non découvert et non dérangé, exactement comme il l'avait été depuis plus longtemps que la mémoire humaine ne pouvait le mesurer. Joseph vécut le reste de ses jours dans la certitude que certains mystères sont destinés à rester des mystères, que certains territoires sont destinés à rester inexplorés, et que certaines rencontres sont destinées à vous laisser changer pour toujours sans jamais être expliquées. Il mourut à 83 ans, paisiblement, dans son sommeil, Marie lui tenant la main. Ces derniers mots, murmurés dans le crépuscule entre la veille et le sommeil, furent dans la langue de son grand-père. Une phrase que Marie reconnut des enseignements de sa propre grand-mère. Une phrase qui se traduisait approximativement par « Les anciens gardent ce qui leur appartient ». Marie comprit. Elle brûla la photographie cette nuit-là sans jamais la montrer à personne d'autre. Certains secrets, elle le savait, étaient destinés à mourir avec ceux qui les portaient.